Bonjour, c'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et ça fait longtemps que je souhaite me mettre à l'apiculture et il y a des gens qui sont régulièrement venus mettre des ruches dans mon jardin et j'espère que là, ça sera pour moi le passage à l'acte après avoir passé la journée avec vous. Donc je travaille au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement qui est maintenant sur le plateau de Saclay et je vais vous présenter quelques observations actuelles, ce que les paléoclimats nous ont appris ces 30 dernières années sur le fonctionnement du système climatique. Et puis après, on reviendra donc sur les travaux actuels du GIEC et les études pour le climat futur qui sont réalisées dans les sciences du climat. N'hésitez pas évidemment à m'interrompre et à me poser toutes les questions. J'espère que je n'utiliserai pas de jargon et surtout arrêtez-moi si c'est le cas. Voilà. Alors, moi c'est l'autre flèche. Ouais. Oui, pardon, résultat, ça passe trop vite. Voilà, donc la première observation, alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de graphes non plus. Vous avez les trois principaux gaz à effet de serre après la vapeur d'eau, dont vous avez les courbes qui sont représentées à droite sur en gros une cinquantaine d'années, soixantaine d'années pour le CO2, un peu moins pour le méthane et le protoxyde d'azote. Donc c'est les mesures qui sont effectuées directement dans l'atmosphère depuis quelques décennies. Et vous voyez que pour ces trois gaz à effet de serre, les concentrations dans l'atmosphère, donc qui sont en ordonnée, augmentent régulièrement depuis qu'ils sont mesurés. Pour le CO2, on le verra un peu plus tard, il faut remonter à peu près à 3 millions d'années pour arriver à des concentrations aussi importantes dans l'atmosphère que celles que nous connaissons actuellement. Alors ces gaz, vous le savez, sont émis par les activités humaines, principalement les énergies fossiles pour le CO2 et pour le méthane et le protoxyde d'azote, c'est beaucoup l'agriculture. Alors les autres, on a beaucoup d'observations de température, jamais assez, mais on a en France le plus vieil observatoire pour les températures et les précipitations qui était à l'observatoire de Port-Royal des Champs à l'époque. Et donc vous avez en bas les relevés de température journaliers, donc depuis le XVIIIe siècle, donc à l'observatoire Montsouris, enfin l'observatoire de Paris. C'est par rapport à la moyenne des années 70, 50-70, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez que pour les dernières décennies, on a des températures annuellement beaucoup plus chaudes que ce qu'on avait avant, pendant les 2 derniers siècles. Et en bas à gauche, vous avez donc l'évolution moyennée sur la planète, avec l'augmentation moyenne sur les océans et sur les continents. Donc les océans absorbent beaucoup plus lentement la chaleur et c'est une grosse masse d'eau. Donc vous avez un réchauffement de l'ordre d'un peu moins d'1 degré pour les océans et qui est plutôt à 1 degré 3, 1 degré 4 sur la surface des continents. Et à droite, vous avez donc les moyennes par décennie. Enfin, vous voyez que chaque décennie est plus chaude que la décennie précédente depuis les 4 dernières décennies. Alors, je ne vais pas vous montrer, évidemment, il y a beaucoup d'observations relatives au changement climatique. J'ai pris quelques exemples. Donc, on parle souvent en moyenne annuelle sur toute la planète et on se dit que ça ne représente pas grand-chose pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire régionalement ? Donc là, je vous ai montré pour quelques régions. Donc, vous avez le nord de l'Amérique, le nord de l'Europe, l'Asie, l'Afrique tropicale, l'Amérique du Sud et puis l'Australie, enfin l'Australasie. Et vous voyez que quelle que soit la région, on observe depuis les 30-40 dernières années particulièrement une augmentation de la température et qui se détache de la variabilité. Alors évidemment, quand on parle de climat, on regarde des grandes tendances sur des moyennes de 30-40 ans. Donc c'est vraiment différent de la météo que vous avez tous les jours. Et vous voyez, si on regarde par exemple l'Europe du Nord, qui est en haut à droite, ben vous voyez qu'il y a beaucoup on aura envie de dire de bruit dans l'enregistrement. Donc la météo, c'est quelque chose qui montre des très très grandes variations. Et donc le problème a été de montrer que le réchauffement sortait de la variabilité naturelle mensuelle, annuelle du climat.
qui peut être très importante, comme vous le voyez. Et en bas, vous avez deux cartes, donc, parce que on vous montre des courbes de température depuis 150 ans, mais évidemment, il n'y a pas des observatoires de température partout. Et donc, il y a des interpolations qui sont faites pour regarder ce qui se passe sur toute la planète. Et donc, en bas, ce sont deux interpolations faites par deux laboratoires différents. Vous voyez que les cartes ressemblent beaucoup. Alors, il y a des carrés blancs quand il n'y a vraiment pas assez d'informations pour interpoler. Et vous voyez que les cartes ressemblent quand même beaucoup. Vous avez l'échelle de couleurs. Donc, pour un faible réchauffement, c'est dans les couleurs jaunes. Et puis, ça va vers le rouge. Et puis, pour le violet, pour un plus fort réchauffement. Vous voyez que les plus hautes latitudes se réchauffent davantage que les basses latitudes. Et que les surfaces continentales, comme on l'a déjà vu, se réchauffent plus rapidement que la zone océanique. Il y a une seule petite zone bleue sur les cartes qui correspond donc à peu près au sud du Groenland, où c'est une zone qui, elle, verrait plutôt un petit refroidissement qui est lié au changement de circulation océanique potentiellement. C'est en cours d'étude et on pourra en reparler si ça vous intéresse. Alors, quelques autres exemples. On sait tous les glaciers continentaux, hein, ceux qui sont donc à même de faire changer le niveau marin. La plupart des glaciers continentaux sur la planète reculent. Alors il y a quelques exceptions, une en Nouvelle-Zélande principalement, enfin une zone en Nouvelle-Zélande principalement, mais sinon l'ensemble des glaciers de la planète a beaucoup reculé et donc a contribué à l'élévation du niveau des mers. Alors l'élévation du niveau des mers aussi, il y a 2-3 décennies, était quand même énormément due au réchauffement de l'océan qui se dilate donc de par l'augmentation des températures. Et maintenant, c'est principalement dû à la fonte du Groenland et de l'Antarctique. Donc, je pourrais vous parler de la différence de température jour-nuit, du changement de température dans la haute atmosphère et dans la basse atmosphère, qui est caractéristique d'une signature des gaz à effet de serre. Bon, il y a énormément d'observations. Je ne vais pas passer 1 heure à vous parler des observations actuelles. Ce qui m'intéresse, donc, c'est de savoir toutes ces variations que l'on observe actuellement. Pourquoi on les observe et puis est-ce que ces variations, comme je vous l'ai dit, sont vraiment significatives par rapport au changement du climat qu'il y a eu sur Terre, qui a énormément varié depuis la création du système solaire. Donc je vais vous embarquer un petit peu dans le fonctionnement du système climatique et puis dans les enregistrements paléoclimatiques avant de revenir aux travaux du GIEC et aux études sur le climat futur. Oui ? Alors la concentration est beaucoup moins importante. J'aurais dû prendre le temps de vous parler des unités. Il y en a un qui est en partie par million et l'autre qui est en partie par milliard. Ceci mis à part, donc le méthane est beaucoup moins important dans l'atmosphère que le CO2, mais il a un pouvoir d'absorption des gaz, enfin de la température, qui est à peu près 70 fois plus fort que le CO2. Ce n'est pas la seule différence entre eux. Le méthane est très réactif, donc il a un temps de résidence dans l'atmosphère qui est de l'ordre de 10 ans. Donc si on arrête d'en émettre, il va retourner à l'équilibre assez rapidement. Le CO2 a un temps de résidence très très long, de plusieurs centaines d'années. Quand on aura arrêté d'en émettre, il ne retournera pas à l'équilibre avant plusieurs centaines d'années, voire quelques milliers d'années. Donc il y a des grandes différences entre les différents gaz à effet de serre. Juste une petite précision technique. Vous avez pratiquement tous un micro devant vous avec un petit bouton rouge. Comme on enregistre et que pour que tout le monde comprenne bien les questions, je vous conseille d'appuyer sur le petit bouton rouge et parler dans le micro afin que tout le monde profite de votre question. Voilà, petite précision technique. Merci. Alors tout d'abord, juste un petit clin d'œil historique. Pourquoi les activités humaines sont en mesure de modifier le climat? Bon, ça fait longtemps que l'homme modifie son environnement localement, puis régionalement, et puis maintenant globalement, avec l'augmentation des populations et de notre façon de vivre. Et la plupart de la physique qui est derrière le climat est connue depuis très très longtemps. En ce qui concerne les gaz à effet de serre, au XVIIIe et XIXe siècle, il y avait déjà des scientifiques, des physiciens qui s'intéressaient à ça.
Et par exemple, Tyndall expliquait à ses contemporains que quand vous avez en hiver une nuit qui est couverte de nuages, ben, il ne fait pas très froid le matin parce que les nuages ont réabsorbé la chaleur que la Terre émettait pendant la nuit et en ont renvoyé une partie vers la surface de la Terre, alors que quand vous avez un ciel très dégagé, eh bien, cette chaleur réémise par la Terre part dans l'espace et il fait beaucoup plus froid le matin. Vous allez avoir des gelées blanches. Voilà. Donc ça, c'est des effets très connus que tout le monde peut constater. Pour ce qui est du réchauffement actuel, des activités industrielles, la prise en compte, elle date plutôt d'un siècle. Voilà, à peu près. Alors, je vais revenir sur quelques petites choses basiques. Hein. D'où nous vient la chaleur sur Terre? Eh bien, évidemment, c'est en gros la chaleur du soleil, hein, la chaleur qui nous vient de l'intérieur de la Terre à cause de la radioactivité est 1000 fois plus faible. Donc on peut dire que toute la chaleur à la surface de la Terre nous vient du soleil, c'est notre source d'énergie, la fusion nucléaire au cœur du soleil. Maintenant, s'il n'y avait pas d'atmosphère sur Terre, la température d'équilibre de notre planète serait de l'ordre de moins 18 degrés. Donc ce ne serait pas formidable sans doute pour le développement de la vie sur Terre. Heureusement, la Terre a toujours eu une atmosphère et donc il y a un effet de serre naturel qui fait que, en période pré-industrielle, la température d'équilibre de la Terre est plutôt de l'ordre de 15 degrés, ce qui est bien plus favorable évidemment pour la vie sur Terre. Donc, un tout petit peu plus sur l'effet de serre. Pourquoi ça laisse passer le rayonnement du Soleil et que par contre le rayonnement réémis par la Terre est absorbé par l'atmosphère? Donc le Soleil, lui, a une température bien plus élevée que la Terre, de l'ordre de 6000 degrés en surface. Donc il brille, hein, on le voit briller, il rayonne dans les longueurs d'onde du visible, pour ça qu'on le voit jaune brillant. Et donc à ces longueurs d'onde beaucoup plus courtes, les gaz qu'il y a dans l'atmosphère n'absorbent pas ce rayonnement et donc l'atmosphère est à peu près transparente à ce rayonnement qui arrive donc sur la surface de la Terre. Alors c'est pas vrai, il y a les nuages pour réfléchir, il y a plein de choses, mais quand même une grande partie de ce rayonnement arrive à la surface de la planète et est absorbé par la surface. La Terre, qui a une température beaucoup plus froide, encore plus froide que la nôtre, comme nous, ne brille pas, rayonne dans des longueurs d'onde différentes qui sont les longueurs d'onde infrarouges. Et par contre, ces longueurs d'onde, elles sont absorbées par les gaz à effet de serre, vapeur d'eau, CO2, méthane, protoxyde d'azote et bien d'autres, les CFC. Et donc, ils vont absorber ce rayonnement qui revient de la surface de la Terre et vont après le réémettre dans toutes les directions, donc une moitié vers la surface de la Terre, une moitié vers l'espace. Et c'est comme ça que ces gaz à effet de serre contribuent à réchauffer la surface de la Terre et permettent une température bien plus élevée que moins 18 degrés s'il n'y avait pas d'atmosphère, ce qui est plutôt bien pour nous. Alors, je veux bien la diapositive, merci. Ça, c'est encore un petit peu d'histoire. D'où vient le terme de climat? En fait, ça vient de inclinaison en grec. Hein, les Grecs savaient bien que le climat localement va dépendre de la chaleur qu'on reçoit du soleil et donc de l'inclinaison des rayons du soleil qui arrivent en surface. Donc à haute latitude, il fait plus froid évidemment qu'à l'équateur où les rayons du soleil réchauffent une plus petite surface, donc sont plus concentrés. Vous voyez aussi sur les cartes à droite, alors c'est une moyenne annuelle et puis l'hiver de l'hémisphère nord et puis l'hiver de l'hémisphère sud en bas. Et vous avez cette fois-ci pas la quantité de chaleur qui est reçue par la Terre, mais la quantité qui est absorbée par la surface de la Terre. Et donc vous voyez que, alors si c'était uniquement proportionnel à ce qui arrive du Soleil, on aurait des couleurs en bande de latitude, puisque ça serait uniquement dépendant de l'inclinaison des rayons du Soleil. Mais vous voyez que si je prends par exemple au niveau de l'Amérique du Sud, eh bien, les couleurs ne suivent pas les bandes de latitude. Vous avez par exemple beaucoup moins d'énergie absorbée sur la partie ouest de l'Amérique du Sud que sur la partie est. Et donc ça dépend de l'état de surface de la Terre. Sur la partie ouest, vous avez des chaînes de montagnes et puis les déserts les plus secs de la planète. Donc en gros, vous avez du désert, des couleurs claires, du sable ou de la neige. Et donc ces surfaces renvoient une partie des rayons du soleil, tandis qu'à droite, vous avez la forêt amazonienne. Et donc là, c'est des couleurs beaucoup plus foncées et ça absorbe une grande partie de l'énergie qui arrive du soleil. Donc dans le climat, il va falloir prendre en compte l'état de surface de la Terre, qu'est-ce qu'il y a comme végétation. Et la végétation, enfin l'état de surface évidemment, interagit avec le climat et c'est une composante importante du climat.
Je veux bien la diapositive suivante. Donc après cette chaleur qui arrive et donc qui est absorbée de façon très différente suivant la latitude, va être redistribuée à la surface de la Terre par la machine thermodynamique qu'est le climat. Donc c'est les deux fluides qui peuvent se déplacer à la surface de la Terre, l'atmosphère et les océans, qui vont transporter la chaleur et aussi d'ailleurs l'humidité, le cycle de la vapeur d'eau, qui vont transporter donc cette chaleur est très, très important pour le cycle de l'eau et qui vont apporter pour nous beaucoup de chaleur aux hautes latitudes qui vont venir des tropiques, sinon il ferait beaucoup plus froid à la latitude où on vit. Ça, c'est un petit schéma donc, de la circulation atmosphérique qui est responsable donc, de la moitié du transport de chaleur. Alors, comme la Terre tourne sur elle-même, ce n'est pas une seule grosse cellule avec l'air chaud qui s'élève à l'équateur et qui redescend au pôle. Il y a plusieurs systèmes de cellules à cause de la rotation de la Terre en plus. Et puis, le même schéma sur la diapositive suivante pour les courants de surface. Donc, les courants de surface qui sont aussi pilotés par les vents et puis par la circulation océanique. Alors, ces courants sont connus depuis très très longtemps. Comme j'aime bien l'histoire des sciences, sur la diapositive suivante, je vous ai mis la carte du courant du Gulf Stream, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, ce courant chaud qui prend naissance dans le golfe du Mexique et qui monte le long au départ de l'Amérique du Nord et puis qui vient balayer nos côtes et qui monte très très loin au nord, qui se continue par la dérive nord-atlantique et qui apporte des eaux chaudes qui vont dégager cette chaleur à l'atmosphère. Et donc on a des climats très cléments en Norvège et même jusqu'au Svalbard si on compare par rapport au Groenland. Alors là, Benjamin Franklin, il avait dû établir la carte pour des raisons commerciales, pour que les bateaux puissent faire plus vite le trajet entre le Nouveau Monde et l'Europe pour des raisons commerciales. Et voilà. Et donc ces courants de surface sont liés à des courants profonds qui sont représentés donc sur ce schéma en rouge, c'est les courants de surface, et puis en bleu et en vert, c'est des courants profonds, donc qui sont connectés aux courants de surface. Et donc si cette circulation océanique profonde change aussi, elle va modifier les courants en surface et donc modifier la répartition de la chaleur et du cycle de l'eau sur Terre et donc modifier notre climat. Et on verra que c'est arrivé dans le passé. Donc je veux bien la diapositive suivante. Ah, c'est peut-être que j'ai réussi. Non, peu importe. Je ne sais pas par contre si résultat. Oui, on en a passé deux d'un coup. Donc, alors, comme je vous l'ai dit, le climat a beaucoup changé depuis l'origine du système solaire. D'abord par la quantité de chaleur qu'émettait le Soleil à l'époque, quand il était jeune. Il émettait moins qu'à l'heure actuelle. Et puis aussi par les changements de la surface de la Terre. Non seulement on n'avait pas forcément les mêmes végétations, mais on avait surtout des positions de continents très différents, ce qui fait qu'on avait des précipitations quand vous avez un grand continent, c'est beaucoup plus sec au centre. Donc, et puis les courants océaniques et les courants atmosphériques dépendent évidemment de la position des montagnes, de la position des continents. Donc il y a de grandes variations climatiques qui sont dues comme ça à la position des continents, à l'érosion. C'est très intéressant, ça nous permet d'étudier, d'essayer de mieux comprendre le climat. Mais aujourd'hui, je vais me contenter des climats du Quaternaire pour regarder avec vous uniquement les périodes où les continents et même l'orographie, la taille des montagnes n'a pas beaucoup changé. Et donc on peut comparer le climat par rapport à celui qu'on connaît actuellement. Et donc les mécanismes de changement du climat vont être plus proches de ceux qui peut-être nous intéressent aujourd'hui. Ah, pardon. Je vais arrêter, je vais vous laisser faire. Donc, on va s'intéresser donc au Quaternaire, qui est en gros les 3 derniers millions d'années. Et là, qu'est-ce qu'on a donc comme variation? On n'a plus les changements de tectonique des plaques, donc de position des continents. On a peu de variations du solaire, elles sont quand même représentées vers le bas, donc il y a quand même un changement de l'activité solaire. Hein. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler des cycles de 11 ans, des taches solaires, donc le soleil est plus ou moins actif, et ça change un petit peu la quantité d'énergie qu'on va recevoir du soleil. Mais on va avoir surtout la mécanique céleste, donc la rotation de la Terre autour du soleil. On va avoir la variabilité interne du climat qui nous intéresse énormément, et je reviendrai un peu dessus. Et puis, on a les activités volcaniques, hein, que je considère un peu comme un forçage externe, même si c'est interne. Et puis, évidemment, plus récemment, les facteurs, toutes les activités humaines, le facteur anthropique. Je vous laisse passer.
Donc voilà, on va regarder un petit peu les changements passés et pour voir si le changement actuel est vraiment important par rapport aux variations du quaternaire, donc avec la même position des continents. Et pour ça, je vais d'abord vous parler comment on reconstitue le climat, parce qu'évidemment, on a les enregistrements historiques, mais ça ne nous permet pas de regarder le changement actuel en regard de la variabilité naturelle du climat. Donc pour commencer, un petit peu de reconstitution historique du climat. Alors on a déjà des archives historiques, je vous ai montré là, les relevés tout à l'heure de température à l'observatoire de Port-Royal. Maintenant, ça, c'est les observations de précipitation, toujours de cet observatoire. Alors, c'est les comparaisons, la répartition des précipitations au XVIIe, XVIIIe siècle. Donc, vous avez en abscisse donc les mois de l'année, de janvier à décembre, et puis la quantité moyenne de précipitations sur une quarantaine d'années. Et vous voyez qu'à l'époque, la principale partie, les plus fortes précipitations avaient lieu en été. Et si vous regardez, en dessous, vous avez le même graphe, mais pour la fin du XXe siècle. Et on voit que les précipitations ont été beaucoup plus réparties sur l'année. Et donc, on voit déjà un changement de climat qui va être important pour les écosystèmes. Alors, il y a aussi, les historiens font un travail remarquable. Il y a par exemple aussi la date des vendanges, qui est en fait directement liée aux températures d'été. Donc il y a par exemple M. Leroy-Ladurie qui a fait un travail remarquable en regardant les dates des vendanges. Comme c'est quelque chose de très important, c'était noté dans tous les villages, au moins dans les paroisses. Voilà. Donc c'est des archives très, très nombreuses et qui nous ont permis de reconstituer comme ça les températures d'été sur le dernier millénaire en France. Alors on a même des informations préhistoriques. Alors comme j'aime beaucoup l'art pariétal, je vous ai évidemment mis quelques exemples. Donc tout en haut, c'est la grotte Lascaux ou Fond de Gaume, d'un seul coup je me demande. Mais vous voyez un renne représenté, deux rennes représentés, donc c'est très stylisé. Mais évidemment, on se dit que s'il y avait des rennes dans le sud-ouest de la France il y a 20 000 ans, c'est que le climat était forcément différent, vu la zone de prédilection des rennes actuelles, qui est vraiment la Laponie, parce qu'ils mangent des mousses, ils sont adaptés à un climat très froid. Donc il faut imaginer que c'est le climat qu'il y avait dans le sud-ouest de la France il y a 20 000 ans. Un autre exemple, un petit clin d'œil à M. Durossel, alors là, ce ne sont pas des manchots, ce sont des grands pingouins, mais il y avait donc des grands pingouins en Méditerranée il y a 20 000 ans, et donc tout en bas, vous avez un petit schéma de la coupe de la grotte Cosquer avec l'entrée qui est sous-marine à l'heure actuelle, puisque le niveau de la mer est beaucoup remonté depuis la dernière période glaciaire, il y a 15 000 ans, mais donc à l'époque, évidemment, les préhistoriens ne faisaient pas de la plongée sous-marine, le niveau de la mer et l'entrée de la grotte était une soixantaine de mètres au-dessus du niveau de la mer, et ils allaient peindre, donc, et on voit ces grands pingouins en Méditerranée également. Alors évidemment, on ne peut pas se contenter d'enregistrements historiques et préhistoriques, et donc on a aussi des enregistrements grâce aux autres espèces vivantes et grâce à la géologie. Donc sur Terre, quelques exemples. Vous avez les assemblages de pollen qui vont nous donner des informations importantes sur les précipitations et les températures passées. Les cernes d'arbres nous donnent des renseignements annuels aussi très très importants. Et puis il y a toutes les formations géologiques. Dans l'océan, dans les sédiments marins, on va retrouver tous les organismes qui ont vécu, et puis aussi les poussières qui ont été transportées par les courants atmosphériques ou les courants marins. Donc on va avoir beaucoup d'informations en regardant ce qu'il y a dans les sédiments marins. Donc en surface, vous avez tout ce qui a sédimenté récemment, donc ça doit représenter normalement le climat actuel, ce qui nous permet de calibrer nos traceurs qui vont nous permettre de remonter dans le temps. Et donc plus on s'enfonce dans le sédiment, plus on va pouvoir remonter dans le passé. Et c'est la même chose sur les... Alors on peut remonter jusqu'à à peu près 150 millions d'années avec les sédiments marins, pas partout, ils ne sont pas toujours aussi vieux, avant de disparaître dans les zones de subduction, là où les plaques vont passer sous d'autres plaques continentales ou océaniques. Et puis d'autres archives très importantes dont vous avez certainement entendu parler parce que c'est assez médiatique et c'est très beau, c'est les archives des calottes de glace. Donc il nous reste 2 grosses calottes de glace actuellement, bien qu'on dise qu'on vive en période interglaciaire, c'est pas vraiment vrai. Il reste évidemment le Groenland et l'Antarctique qui sont recouverts de calottes qui font 3 à 4 km d'épaisseur. Et donc, de même, la neige qui est en surface est récente et représente le climat actuel. Et puis, si on s'enfonce dans ces calottes de glace, on va remonter au climat passé. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de ces changements climatiques passés.
avec un petit peu d'histoire climatique. Donc évidemment, au XIXe siècle, les gens se posaient encore des questions sur ces gros blocs déplacés parfois sur plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres, donc qui n'étaient pas en rapport avec le substrat en dessous, c'est la photo de gauche. Sur les plages, par exemple, nord-américaines, canadiennes, vous avez beaucoup de gros blocs comme ça déplacés. Alors les scientifiques avaient commencé à se dire, est-ce que ça peut être le déluge qu'il y a dans la Bible? Mais bon, même avec vous ne déplacerez pas un rocher comme ça. Heureusement, il y en a qui faisaient aussi de l'alpinisme, et puis on commençait à aller voir de plus près du côté du Groenland. Et donc, ils ont fini par réaliser qu'il y avait dû y avoir des glaciations beaucoup plus importantes. Mais il fallait quand même pas mal d'imagination, parce qu'ils n'avaient pas vu l'âge de glace, et donc c'était assez impressionnant. Et donc, ils ont reconstitué des grosses calottes de glace. Donc ça, c'est le dessin que vous avez en haut, avec donc une grosse calotte de glace sur l'Antarctique. Je ne sais pas si, mais oui, je peux même. Ah oui, sauf qu'il faudrait que je monte derrière moi. Avec une grosse calotte de glace sur le nord du continent américain et aussi sur la Phénoscandie. Et donc, ils ont reconstitué des variations de la taille des calottes de glace qu'on n'a plus sur nos continents. Et ils ont commencé à se demander, évidemment, pourquoi ces changements climatiques. Alors, il y avait deux écoles, et puis évidemment des gens qui étaient partisans des deux. C'est juste quelques exemples. Il y avait déjà une école, donc je suis au XIXe siècle, hein, une école où ils étaient partisans des changements, même dès le début du XIXe siècle. Une école où ils étaient partisans de penser que le climat changeait avec la quantité des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et une école qui disait non, l'effet de la mécanique céleste, la quantité de chaleur que la Terre reçoit et la répartition de cette chaleur en fonction de sa position sur son orbite autour du Soleil, c'est des variations sans doute plus importantes et c'est sans doute ça la cause principale. Alors il a fallu... Oui, pardon ? Oui, j'avais une petite question parce qu'on voit les deux écoles et j'ai cru comprendre que c'était Jean Jouzel qui avait démontré, c'est-à-dire qu'à cette époque c'était des théories, c'est ça, plus que des faits, on va dire, À avérés. l'époque, c'était des théories. Alors pourquoi? On va le voir. Donc ils avaient vu qu'il y avait eu des grandes périodes glaciaires, mais le problème, c'est que si vous avez une période glaciaire avec des glaciers qui avancent encore plus loin, ils vont effacer les traces, les moraines de la période glaciaire précédente. Et donc sur Terre, c'est très difficile d'avoir un enregistrement bien daté pour savoir combien de périodes glaciaires il y a eu et de quand elles datent. Donc c'est très difficile de voir de la cyclicité ou des choses comme ça. Donc ils avaient quand même réussi à cartographier 4 grandes périodes glaciaires, mais ils ne savaient pas de quand elles dataient précisément et s'il y en avait eu d'autres. Et alors, Milutin Milankovic, dont vous avez une photo jeune là, et puis sur la diapositive suivante, vous l'avez plus âgé, hein, entre les deux guerres, au XXe siècle. C'était un très très grand mathématicien. Donc il a été capable de faire à la main les calculs de la quantité de chaleur que recevait la Terre à différentes latitudes en fonction du temps. Alors pourquoi c'est compliqué? Parce que la Terre n'est pas toute seule à tourner autour du Soleil, et il y a des grosses planètes comme Jupiter, comme Saturne, qui vont aussi modifier la façon dont la Terre tourne autour du Soleil. Et donc c'était pas du tout évident, il n'y avait pas d'ordinateur, et donc il a calculé tout ça à la main. Et il a donné les différentes périodicités pour les différents phénomènes de changement de position de la Terre ou d'orientation de la Terre par rapport au Soleil. Alors, je suis désolée, il y a beaucoup de choses sur cette diapositive. C'était pour vous montrer ce qu'il avait calculé. Et donc, il y a d'abord ce qu'on appelle la précession. Alors, il y a d'abord la précession, le fait que l'axe de la Terre tourne comme ça sur lui-même. En fait, j'aurais dû amener une toupie. Si vous jouez avec une toupie, en général, l'axe de rotation, il n'est pas vertical, hein, il est incliné et tourne comme ça. Voilà. Donc c'est exactement la même chose. La Terre est une toupie qui tourne sur elle-même. Et donc c'est ce que vous avez la rotation de l'axe, qui fait qu'en fonction de la position sur son orbite et de cette rotation de l'axe, la Terre ne va pas montrer toujours le même... être inclinée de la même façon sur le même endroit de son orbite. Et puis il y a aussi l'orbite elle-même qui tourne autour du Soleil, hein, l'ellipse. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la précession. Et Milutin Milankovic avait calculé qu'il y avait 2 périodicités donc, de changement d'intensité de chaleur qu'on allait avoir à haute latitude. Alors il s'intéressait à ce qui arrivait à haute latitude, puisque c'est là que se développent les glaciers. Et en fait, il cherchait à faire une théorie, pas des cycles climatiques, mais vraiment de la croissance de ces calottes de glace. Et donc, il avait trouvé qu'il y avait des changements importants
de la quantité de chaleur qu'on recevait à 60 degrés nord, hein, en fonction du temps. Ils trouvaient que ça faisait des variations de l'ordre de 100 watts par mètre carré. Ça veut dire que des fois, l'été était plutôt de l'ordre de 450 watts par mètre carré de chaleur reçue du soleil à 60 degrés nord, et puis des fois, c'était plutôt 550 watts. Donc, une différence vraiment pas négligeable. Alors après, un autre effet, c'est l'inclinaison de l'axe. Alors on apprend tous à l'école pardon, que cette inclinaison fait de l'ordre de 23 degrés ou 23 degrés et demi. En fait, toujours pareil, si vous jouez avec une toupie, vous verrez que non seulement l'axe de rotation il tourne, mais il oscille comme ça. Et donc on ne le voit pas net parce qu'il y a une petite oscillation. Et cette oscillation, ça fait que l'angle de rotation de la Terre fait un angle avec le plan dans lequel la Terre tourne autour du Soleil qui varie entre 22 et 25 degrés. Donc évidemment, plus c'est incliné, plus vous aurez des saisons marquées, plus les rayons seront moins rasants quand, par exemple, l'hémisphère nord, en été, regarde le soleil, ben, les rayons arriveront plus au-dessus de notre tête à haute latitude, alors que si la Terre est moins inclinée, ben, les saisons seront moins marquées. Voilà. Et puis la dernière chose aussi, c'est que l'orbite que décrit la Terre autour du Soleil n'est pas toujours une ellipse, c'est des fois plutôt un cercle, et donc ça va changer aussi la quantité de chaleur reçue tout au long de l'année. Et là, je vous ai dit 100 watts par mètre carré, donc des variations d'ordre de 20%. Pour l'excentricité, pour l'obliquité, c'est des variations plus faibles, un facteur 10 en dessous, de l'ordre de 15 watts par mètre carré. Et puis pour l'excentricité, donc le fait que l'axe soit plus ou moins une ellipse, plus ou moins un cercle, c'est encore un ordre de grandeur en dessous, c'est de l'ordre de 0,5 watts par mètre carré. Donc Milutin Milankovitch avait prédit qu'on devait avoir des variations, des périodes glaciaires interglaciaires, sans doute, tous les 19-23 000 ans, donc une fréquence autour de 20 000 ans, à cause de ces grands changements d'insolation à haute latitude dus au changement de précession. Et effectivement, il n'a pas eu, comme vous disiez, monsieur, la réponse de son vivant, parce qu'il a fallu attendre d'avoir des enregistrements un peu continus. Alors, c'était quand même avant Jean Jouzel. Enfin, Jean Jouzel travaillait déjà dans la recherche, mais en l'occurrence, ça vient des sédiments marins. Parce qu'avant de faire des forages réussis dans les calottes de glace, il y a eu des forages dans les sédiments marins, ce qui ont permis d'avoir des enregistrements qui remontaient loin dans le temps et de pouvoir les analyser et de regarder la périodicité des changements glaciaires interglaciaires. Donc là, je vous ai mis une carotte de sédiments qui vient de l'Atlantique Nord. Ça doit être ma première campagne océanographie, d'ailleurs, c'est pas tout jeune. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de changements de couleur. Et il se trouve qu'à cet endroit-là, dans l'Atlantique Nord, c'est lié au changement de température dans les eaux de surface. Donc c'est lié au climat. Et donc, dans ces sédiments marins, avec mes collègues de partout sur la planète, on va analyser absolument tous les constituants qui vont nous apporter différentes informations sur le climat. Et moi, je vous ai mis une petite photo d'un foraminifère. Alors, c'est quelques dixièmes de millimètres, parce que je travaille évidemment sur ces organismes qui, dans leur coquille, vont avoir enregistré les conditions dans lesquelles elles se sont développées et donc qui nous permettent de remonter à la taille des calottes de glace à cette époque-là, aux courants marins, aux températures, aux salinités, voilà, tout ce qui nous permet de reconstituer l'état de l'océan à différentes périodes. Alors, c'est dans les années 1975-76 qu'on a pu avoir ce premier enregistrement qui allait assez loin et de pouvoir. Alors, un gros problème évidemment en paléoclimat, ça je vous en parlerai pas, sauf si ça vous intéresse au repas ou autre, mais évidemment c'est de dater correctement nos archives. Bon, alors là, je vous passe sur l'aspect datation, mais donc un enregistrement marin qui a permis, alors les oscillations que vous voyez en bas, c'est un équivalent du niveau marin et donc de la taille des calottes sur Terre. Et on peut faire une analyse spectrale, regarder les fréquences de ce signal, et donc 50 ans après les calculs de Milankovitch, on a pu voir qu'on retrouvait bien les périodes qu'il avait calculées, c'est-à-dire du 19 et du 23 000 ans, et puis du 41 000 ans, mais on retrouvait aussi du 100 000 ans. Et 100 000 ans, c'était un peu plus surprenant, parce que normalement, on s'attendait à voir les grands changements glaciaires interglaciaires, donc avec des périodicités autour de 20 000 ans. Et en fait, la périodicité qui sort, qui est la plus importante, c'est du 100 000 ans. Et ça, ce n'est pas tout à fait ce dont on s'attend avec le forçage donc, astronomique de la mécanique céleste. Donc, on a vu que ce n'était pas le seul facteur. C'était certainement un facteur important, puisqu'on retrouve les fréquences, mais ce n'est pas le seul facteur. Alors, un exemple supplémentaire, voilà. Vous avez en haut le calcul donc avec l'axe à droite, donc en watts par mètre carré. Donc, le changement d'insolation l'été
puisque Milankovitch disait il faut que les hivers soient pas trop froids pour qu'il y ait quand même assez de neige qui précipite, et il faut que les étés ne soient pas trop chauds, sinon la neige qui s'est déposée va fondre et on n'accumulera pas de calotte. Et donc il avait calculé donc la courbe d'insolation d'été à 65 degrés nord, et il disait dès que l'insolation d'été baisse, et donc comme c'est symétrique, l'insolation d'hiver va un peu augmenter, et on doit pouvoir commencer à installer une calotte de glace. Donc, il s'attendait à ce que la courbe, si ça avait été juste le forçage de la mécanique céleste, la taille des calottes de glace devrait reproduire parfaitement le signal d'insolation qu'on a au-dessus. Et on voit que ce n'est pas le cas. Des fois, on a des grands changements d'insolation d'été, et on a effectivement une entrée en glaciation ou une remontée rapide, c'est-à-dire qu'on déglace tout fond, et on se retrouve en période interglaciaire. Donc ça, c'est le niveau marin. Le 0, c'est le niveau marin actuel. Et puis, moins, c'est quand le niveau de la mer est plus bas, parce qu'il y avait beaucoup d'eau stockée sur les continents. Et vous voyez donc que les deux courbes ne se ressemblent pas. Et d'autre part, on s'est rendu compte aussi rapidement que si on regarde dans l'hémisphère sud, normalement, ça devrait être en opposition de phase, puisque c'est les saisons. Et en fait, non. Quand on est en période glaciaire, il fait froid partout en même temps dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Et ça, on ne peut pas expliquer ça avec la mécanique céleste. Et donc là, intervient Jean Jouzel. C'est avec les données qui nous viennent des carottes de glace. Alors, les données des carottes de glace, donc elles sont très localisées, elles sont très importantes parce qu'elles sont au pôle, mais elles ont un avantage, c'est qu'elles nous renseignent aussi sur l'atmosphère. Parce que dans les... Je crois que j'ai une photo après. Alors ça, c'est 2 stations. Donc la station russe, Vostok, en Antarctique, qui a permis d'avoir le premier enregistrement magnifique sur 400 000 ans. Et puis une station américaine au Groenland. Et alors l'avantage des carottes de glace, voilà, c'est que vous avez aussi des petites bulles d'air d'autrefois qui sont emprisonnées entre les cristaux de glace. Donc au début, vous avez les flocons de neige très aériens, vous avez l'air qui circule dans le névé, mais petit à petit, avec la neige qui tombe, ça va se tasser, ça va se transformer en glace, et vous allez avoir les petites bulles d'air, donc qui seront un peu plus jeunes que la glace qui les entoure, mais vous allez comme ça avoir des bulles d'air d'autrefois qui sont préservées et qu'on va pouvoir analyser. Et donc ces bulles d'air ont permis d'analyser donc les premières mesures sur le dernier cycle climatique, donc sur les derniers 100 000 ans, c'était en 1987 au laboratoire de Grenoble, et dont Jean Jouzel était sous-directeur à l'époque. Et maintenant, avec les calottes de glace en Antarctique, on remonte pour l'instant jusqu'à 850 000 ans. Et avec le prochain forage, on espère remonter jusqu'à 1 million d'années. Alors pourquoi 1 million d'années? Ça nous intéresse beaucoup, parce que les cycles glaciaires interglaciaires avant 1 million d'années, ils sont de 40 000 ans, ce qu'on explique très bien avec l'insolation, puisque là, c'est l'inclinaison. Et on comprend très bien on comprend assez bien les mécanismes de transfert de chaleur entre les basses latitudes et hautes latitudes qui vont permettre la croissance et la fonte de ces calottes avec le phénomène de l'angle de l'axe de rotation de la Terre, et donc une périodicité à 41 000 ans. Et puis, il y a 1 million d'années, petit à petit, la périodicité est passée à 100 000 ans. Et ça ne s'explique pas par la mécanique céleste. Donc, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Donc, si on pouvait avoir aussi des informations sur l'atmosphère pour cette période-là, ce serait très précieux. C'est pour ça qu'ils sont en train de refaire un forage pour essayer d'aller encore plus loin. On ne pourra pas aller plus loin parce que la calotte, c'est un fluide qui s'écoule. Et donc, la glace plus ancienne, elle s'est déjà écoulée et elle n'existe plus. Oui ? On avait dit le petit. Je comprends plus. Vous venez de dire juste avant que les calculs de Mankiewicz de la variation de l'insolation n'expliquaient pas du tout les variations de température, en tenant compte uniquement de la dynamique céleste. Et là, maintenant, vous dites que jusqu'à 800 000 ans, ça explique très bien. Est-ce que j'ai mal suivi ? C'est moi qui me suis mal exprimée. Ce qui est bien expliqué, c'est la périodicité, mais pas forcément l'amplitude des variations, l'amplitude des changements de température. Et effectivement, ce qui est bien expliqué, c'est quand on a du 41 000 ans, on comprend à peu près comment ça marche. Par contre, quand les cycles glaciaires interglaciaires passent à 100 000 ans, là, on n'a plus le forçage de la mécanique céleste qui permet d'expliquer ça. Mais sinon, effectivement, vous avez raison. Ce que je viens de dire sur le transparent, celui-là, c'est que les 2 signaux ne se ressemblaient pas assez et que donc le signal d'insolation ne permettait pas d'expliquer la périodicité et l'amplitude. C'est-à-dire qu'on a bien un forçage de la mécanique céleste puisqu'on retrouve ces périodicités-là, mais ça n'explique pas tout. Et donc, il faut comprendre tout le reste. Et donc, le reste, eh bien, vous avez une partie d'explication sur ce transparent-là. Donc, en rose au milieu, vous avez un équivalent de la température
en Antarctique. Et en vert, vous avez les concentrations du méthane dans l'atmosphère mesurées sur les petites bulles d'air d'autrefois, et en bleu, les concentrations en CO2 mesurées sur ces mêmes petites bulles d'air emprisonnées dans la calotte antarctique. Et vous voyez qu'on retrouve toujours ces grandes variations. Alors, moi, je les connais par cœur, vous, ce n'est pas forcément facile, mais vous voyez ces grands cycles-là, c'est ça qu'on appelle les variations glaciaires interglaciaires. Quand on est en haut sur ces courbes, on est en période interglaciaire comme celle qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire qu'il ne reste que la calotte groenlandaise et la calotte antarctique. Et quand on est en bas, on a des grosses calottes, alors pareil, comme celles au Groenland en Antarctique, qui font 3-4 km d'épaisseur, mais qui sont sur le continent nord-américain et sur l'Europe du Nord. Donc ça fait un niveau de la mer qui est à peu près entre 120 à 150 mètres plus bas à cause de toute cette eau stockée sur les continents. Et ce qu'on a pu voir dans les calottes de glace, dans les petites bulles d'air, et donc, c'est que les concentrations des gaz à effet de serre, donc vous avez en bleu le gaz carbonique et en vert le méthane, et bien ces concentrations ont évolué avec le climat. Et elles permettent d'expliquer pourquoi on a des amplitudes de température aussi importantes. C'est parce que en période interglaciaire, il y a plus de gaz à effet de serre, donc ça contribue à réchauffer le climat. En période glaciaire, il y a moins de gaz à effet de serre, donc ça contribue à refroidir le climat. Et donc, c'est quelque chose de très important. Alors, quand je dis grande amplitude, en moyenne sur toute la planète, une différence entre le dernier maximum glaciaire, il y a 20 000 ans, et l'actuel, c'est 4 à 5 degrés. Hein. Donc, c'est beaucoup, mais on peut penser, on est déjà à plus de 1 degré par rapport à il y a 150 ans. Voilà. Donc ça, c'est effectivement des informations très importantes qu'on a apprises. On ne s'attendait pas forcément à ça. Et donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi les cycles de ces gaz à effet de serre varient avec le climat et comment. Et donc maintenant, dans les modèles climatiques, il faut aussi intégrer ces cycles, évidemment. Alors, on a quand même appris d'autres choses avec... Oui, pardon. Oui, j'avais une question. Si je suis la courbe que vous avez montrée là, en fait, ce dont on pourrait avoir l'impression, c'est que quand les concentrations commencent à être, on va dire, tout en haut, oui. C'est là qu'on a juste derrière une glaciation. C'est là qu'on a, pardon. Juste après, on a une glaciation finalement. Parce que là, c'est tout en haut et d'un coup, il y a comme une espèce d'effondrement. Donc, on pourrait traduire ça par il y a ce pic et derrière, il y a un phénomène de glaciation qui suit derrière. Alors, je pense que ce que vous observez, c'est que les périodes interglaciaires sont beaucoup plus courtes que les périodes glaciaires qui suivent. Alors ça, c'est vrai. Mais par contre, si vous regardez ces périodes interglaciaires, vous avez à la fois des forts niveaux de température et à la fois des forts niveaux de gaz à effet de serre. Donc votre question, c'est peut-être comment on commence à rentrer en période glaciaire. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on étudie maintenant. Mais on voit que c'est synchrone pour les concentrations de gaz à effet de serre et pour la température. Alors là, ce que je vous montre, c'est la température en Antarctique. Mais les températures en Antarctique, elles changent avant la température moyenne globale de la planète. Donc ça veut dire que l'augmentation du CO2, l'augmentation du méthane contribuent à la déglaciation. Ces gaz à effet de serre sont moteurs pour l'évolution des calottes. Voilà. C'est ce qu'on observe. Alors moi je vous montre ça évidemment sur le quaternaire puisque j'ai dit que j'allais me limiter aux périodes où les continents étaient dans les mêmes positions que maintenant. Mais en fait on remonte aussi beaucoup plus loin dans le temps pour regarder les liens entre concentration en CO2 et climat. Et on a une relation qui marche très bien. Alors, je voulais quand même vous montrer aussi des variations à beaucoup plus courte échelle de temps qui ont été aussi une grosse surprise dans les années 1980-1990. Au début, on a cru que c'était des artefacts de nos signaux, mais comme on les retrouvait partout, il a bien fallu se rendre compte à l'évidence que c'était des variations rapides du climat. Donc ça a commencé dans les enregistrements. Alors là, en vert, en bas, vous avez un équivalent de température, bon, pas parfait bien sûr, mais donc là maintenant, je ne vous montre entre guillemets plus que les 100 000 dernières années, c'est-à-dire le dernier cycle. On a la dernière période glaciaire, il y a 20 000 ans. L'avant-dernier interglaciaire, je n'y arrive même pas puisque c'est il y a à peu près 120 000 ans. Donc je vous montre vraiment juste le dernier cycle climatique. Donc en haut, vous avez toujours la courbe d'insolation calculée par Milankovitch autrefois. Maintenant, on fait ça avec des ordinateurs, évidemment. Et vous voyez que ces variations, elles sont lentes parce que j'ai fait un zoom sur la dernière partie de la courbe.
Et vous voyez que ma courbe de température, aussi bien au Groenland et puis en vert, c'est les températures de surface en Atlantique Nord, eh ben elles ne sont pas du tout lissées. Vous avez plein de variations très très rapides et très importantes. Et ça, ce sont des variations donc, qu'on ne peut absolument pas expliquer par la mécanique céleste. Ça se passe beaucoup trop rapidement. Et ce n'est pas des variations négligeables, parce que si vous regardez donc, juste avant d'arriver, enfin quand on est en train de faire la déglaciation, par exemple vers 15 000 ans, eh ben la grande remontée rapide que vous avez, ça correspond à peu près à 15 degrés au Groenland en quelque chose comme 60-100 ans. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. Et donc, on a découvert, c'était une grande surprise, qu'il y avait des variations d'amplitude assez importantes qu'on retrouve sur toute la planète. Alors, toujours, c'est des amplitudes beaucoup plus importantes à haute latitude qu'à basse latitude. Hein. Mais on les retrouve sur toute la planète. On les voit dans la surface de l'océan Atlantique Nord. Et on ne peut pas du tout les expliquer par la mécanique céleste. Donc là, c'est vraiment le système interne climatique de la Terre qui interagit, qui se réadapte et qui change. Et donc, on a voulu, évidemment, c'est des choses qu'on étudie depuis une trentaine d'années. Pourquoi ces grandes variations ? Et en fait, c'est dû à des interactions donc, entre l'océan et l'atmosphère, avec la circulation océanique qui va complètement changer de schéma. Voilà. C'est quelque chose de lent, qui a une grande échelle de temps, mais ça peut changer très rapidement de schéma et donner donc un climat très différent, puisque ça transporte, c'est responsable du cycle de l'eau en grande partie, ça transporte la moitié de la chaleur des basses latitudes vers les hautes latitudes. Donc pour retenir un peu ce qu'on a retenu des paléoclimats, plus la physique qu'on connaissait, donc il y a beaucoup de composantes importantes, on ne peut pas se contenter de l'atmosphère toute seule, l'océan, les calottes de glace, la glace de mer, la végétation, tout ça va être très important et interagit avec le climat. Donc il y a beaucoup de composantes qui interagissent entre elles. Donc c'est un système physique et naturel, en plus il y a de la biologie dedans, donc c'est très compliqué. Et on a des rétroactions positives et négatives. Alors, qu'est-ce que j'appelle des rétroactions ? Eh ben, le système va s'emballer. Par exemple, quand vous rentrez en glaciation, eh ben, vous développez des grosses surfaces blanches, des calottes de glace. Bon, alors la neige ne reste pas toujours blanche et propre, mais c'est des surfaces qui sont beaucoup plus réfléchissantes que la taïga ou la toundra que vous aviez avant. Et donc, ça va contribuer à refroidir le climat. Une autre réaction, alors on appelle ça positif, c'est pas parce que ça fait du bien ou du mal, c'est parce que ça va dans le même sens. Un autre effet, vous avez les gaz à effet de serre, leur concentration qui commence à changer en même temps. Donc quand vous rentrez en glaciation, ces concentrations diminuent et ça va contribuer à refroidir la planète. Voilà. Par contre, une rétroaction qu'on va appeler négative, c'est si au contraire, ça ramène le système dans l'état précédent. Voilà. Et donc, vous avez aussi des effets de seuil. Ça, c'est ce que j'ai voulu vous montrer avec le schéma des variations rapides récentes. Donc, ces effets de seuil font que vous basculez d'un équilibre climatique à un autre qui peut être très différent. Voilà. Donc, je suis désolée, j'ai passé beaucoup de temps sur le passé. Donc maintenant, quand même, le futur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, l'homme modifie, et la vie bien avant lui, modifie le climat à l'échelle locale, régionale, globale. Et donc, c'est intéressant. Enfin, c'est important pour notre avenir. La planète n'en a absolument rien à faire. Mais pour notre avenir, c'est important de savoir quels sont les impacts et dans quel monde on va vivre prochainement. Donc, on a vu que tout ça, c'était une question. Alors, je ne vous ai pas tellement parlé, je vais passer là-dessus, de forçage radiatif, mais je vais passer là-dessus. Donc, ça va dépendre évidemment des émissions de gaz à effet de serre et donc de nos activités humaines. Donc, vous avez les camemberts pour les différents gaz, et effectivement, ils n'ont pas du tout les mêmes pouvoirs d'effet de serre, donc c'est important aussi de mettre en rapport et leur durée de vie et leur pouvoir de gaz à effet de serre. Et puis, vous avez en bas à droite, en fonction des différentes activités. Donc, vous voyez, en ce qui concerne l'énergie, on n'a jamais remplacé une énergie par une autre, c'est toujours venu se rajouter, et en changeant nos modes de vie pour des modes de vie toujours plus rapides, voilà. Donc le charbon, le pétrole est venu se rajouter au charbon, le gaz est venu se rajouter, le nucléaire, tout ça est venu se rajouter progressivement. Et vous avez aussi évidemment la déforestation en haut pour les émissions mondiales actuelles. Alors, à partir de ces scénarios économiques et puis démographiques, parce que ça dépend évidemment énormément de combien on sera sur Terre dans 10 ans, dans 20 ans, vous pouvez donc faire des scénarios démographiques et économiques, et à partir de là, eh bien, les gens qui travaillent sur le climat font tourner leur modèle numérique de climat pour essayer de voir dans quelle direction ça va aller. Et donc, sur ce code barre, vous avez donc là où on en est,
nous sommes ici. Le passé, on l'a vu ensemble. Et puis, on a le choix entre les différents scénarios. Donc, un réchauffement plus ou moins élevé et puis aussi des précipitations très différentes et tout. Et donc, tous les scientifiques qui travaillent sur le climat, leurs résultats sont dans les travaux du GIEC. Donc, le GIEC, je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler. Donc, le groupe intergouvernemental d'études du climat qui rassemble tous les 4 à 7 ans toute la bibliographie, c'est-à-dire tous les articles scientifiques, c'est-à-dire les articles qui ont été publiés après avoir eu plusieurs allers-retours entre les reviewers, les auteurs, les rapporteurs, les auteurs, et donc des faits établis. Donc rassemble tous ces articles-là pour faire l'état des connaissances. Et puis il y a des simulations numériques qui sont faites exprès, donc en collaboration avec les démographes, les économistes, pour regarder dans quel sens peut aller le climat futur. Donc le dernier rapport, alors il y a 3 tomes. Moi, je peux vous parler surtout du rapport numéro 1, qui est le rapport des scientifiques qui travaillent sur le climat. Le rapport numéro 2, c'est plutôt le lien avec l'économie. Et le rapport numéro 3, c'est tout ce qui est adaptation. Et donc les rapports 2 et 3 sont évidemment très très importants, mais je suis beaucoup moins qualifiée pour vous en parler. Donc moi, je vais vous parler surtout du rapport numéro 1, qui est sur les sciences du climat. Donc, les modèles qui sont utilisés ont évidemment beaucoup progressé du fait qu'on a beaucoup plus, les ordinateurs sont beaucoup plus rapides. Donc, on est toujours en limite des capacités des ordinateurs actuels, mais ça a quand même permis d'avoir des mailles depuis les premiers rapports dans les années 1980 jusqu'à maintenant. Vous voyez le détail là sur les petites cartes. Donc, la maille s'est beaucoup réduite et maintenant on est en dessous de 100 km. On peut aussi avoir des modèles régionaux beaucoup plus précis. Et puis, les composantes n'ont pas arrêté d'augmenter. Au début, dans les années 70, les gens avaient essayé de représenter les changements glaciaires, interglaciaires, juste avec un modèle atmosphérique. Évidemment, ça ne marchait pas du tout. Après, on a commencé à mettre un océan de surface, puis essayer de vouloir prendre en compte tout l'océan, puis la végétation. Mais il faut que la végétation, elle interagisse, qu'elle soit dynamique, qu'elle interagisse avec le climat. Il faut la glace de mer, il faut la chimie de l'atmosphère. Bref, de plus en plus, dans les modèles numériques de climat, il y a de plus en plus de compartiments et de plus en plus de complexité. Ces modèles qui sont utilisés donc depuis une trentaine... Alors, les premiers modèles couplés océan-atmosphère, c'est le début des années 90. Maintenant, il y a une vingtaine de modèles sur toute la planète couplés océan-atmosphère qui sont utilisés. Puis il y a des modèles un peu plus simples aussi qui sont utilisés pour faire les pour faire les études du climat futur. Ces modèles reproduisent bien ce qui se passe depuis 150 ans. Donc là, vous avez à gauche les observations, donc là en moyenne sur toute la planète, et à droite, vous avez les simulations de ces modèles. Alors vous avez à chaque fois une bande qui est due, la barre d'erreur, en gros, c'est dû au fait que tous les modèles ne représentent pas exactement la même chose, donc ça nous permet de voir la différence d'un modèle à l'autre. Donc vous avez en vert quelque chose qui ne bouge pas tellement. Donc, c'est les simulations numériques de ces modèles avec uniquement le forçage solaire, le changement d'activité du soleil, les forçages volcans, parce que ça refroidit pendant quelques années le climat. Et voilà ce que vous représentez comme changement climatique. Et puis, quand on rentre les activités humaines, donc ça veut dire qu'on va prendre en compte les gaz à effet de serre, aussi les aérosols, dont je n'ai pas parlé, on arrive à reproduire des changements qui ressemblent tout à fait à ce qui a été observé. Donc, c'est des modèles qui sont capables de reproduire le système climatique actuel, celui des dernières décennies, plutôt très bien. Voilà. Après, si on bascule dans un autre état d'équilibre, ça sera une histoire différente. Alors, je vous ai montré à l'échelle globale. Maintenant, de plus en plus, et le dernier du rapport du GIEC passe beaucoup de temps là-dessus, à montrer ce qui se passe régionalement, parce qu'évidemment, on se sent beaucoup plus concerné par le régional et le local même que par le global. Donc, vous avez des cartes ici qui vous montrent que les modèles marchent bien pour les différentes régions. Donc, c'est le même principe que tout à l'heure. En vert, les modèles forcés uniquement avec variabilité solaire et volcan, et puis en rouge-marron, donc les modèles forcés avec aussi les activités anthropiques. Alors, les résultats du GIEC, donc il y a plein de scénarios économiques qui sont là, les scénarios de bleu à orange, rouge, vert. Donc, c'est des scénarios, ce qu'on appelle business as usual, donc avec de plus en plus d'émissions ou un arrêt très tard qui est plutôt dû au fait qu'on a peut-être moins de pétrole ou moins facile à aller chercher. Et puis, les scénarios où on s'efforce de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, ça ne veut pas dire que un scénario économique comme ça est viable.
Par exemple, si je prends le scénario business as usual, quand il y a des gens qui essayent de coupler des modèles économiques aux modèles climatiques, et le système explose avant, parce que la somme des dettes dépasse la somme des avoirs, et donc a priori ça fait une bulle et ça se casse la figure. Donc ça ne veut pas dire qu'aucun de ces scénarios économiques est viable. C'est des scénarios d'entrée dans les modèles climatiques. Voilà. Et donc vous avez pour ces différents scénarios les augmentations de température qu'on attend à la fin du siècle, donc en fonction de ce qu'on décide comme scénario d'émissions de gaz à effet de serre et donc de consommation d'énergie. Ça, c'était juste, je vous ai dit que la hausse de température est très proportionnelle au CO2. Alors évidemment, il faut prendre en compte les autres gaz à effet de serre qui sont pris en compte là en équivalent CO2. Et vous voyez qu'on a quand même une relation avec une barre d'erreur autour, mais qui semble assez linéaire et qui correspond bien à ce qu'on observe en paléoclimat. Moi, je vous ai parlé vraiment d'un tout petit intervalle, les 3 derniers millions d'années. Là, si on regarde sur plusieurs dizaines, centaines de millions d'années, on a toujours cette relation entre quantité de CO2 et température moyenne de la planète. Donc ça a l'air quelque chose assez fiable. Et alors, je vous recommande d'aller vous-même voir dans le dernier rapport du GIEC, donc le site, alors c'est soit IPCC en anglais, mais GIEC, vous y arriverez aussi bien. Et maintenant, vous avez plein de cartes régionales interactives qui vous permettent de regarder toutes les variables que vous avez envie, les températures, l'évolution des températures, des précipitations. Donc là, par exemple, vous avez les températures à gauche, les précipitations pour différents scénarios démographiques, économiques. Vous voyez, par exemple, si je regarde les précipitations, qu'en moyenne climatique, alors attention, c'est une moyenne climatique, et on va avoir plus de précipitations dans le nord de l'Europe, et par contre, un bassin méditerranéen beaucoup plus sec. Bon, alors, ce n'est pas forcément ce qui se passe cette année. Moi, je vous parle en moyenne climatique. Mais évidemment, il faut regarder aussi les extrêmes. Donc vous pouvez avoir dans les rapports du GIEC aussi la fréquence et l'intensité des extrêmes. Ce qui va nous intéresser, c'est la durée, l'intensité d'une vague de chaleur, la durée d'un épisode de pluie, d'inondation, la durée d'un épisode de sécheresse. Et donc tout ça, c'est aussi évalué régionalement dans le dernier rapport du GIEC, donc, qui est paru en août 2021 pour le premier chapitre. Les autres chapitres sont sortis en 2022. Et vous avez des schémas qu'on espère assez représentatifs. Donc vous voyez ici, plus vous avez de petits points rouges dans le nuage rose, pardon, c'est pas ce que je voulais faire, plus la probabilité d'un événement extrême est importante. Et donc, vous pouvez regarder sur les cartes régionales, vous pouvez vous demander, par exemple, la durée d'une vague de chaleur et son intensité, et vous aurez la probabilité qu'elle se reproduise chaque année. En 20 ans, est-ce que ça va être tous les 5 ans, tous les 10 ans, ou est-ce que ça va aller tous les ans? Voilà. Donc, vous avez aussi tous ces événements extrêmes qui sont de plus en plus étudiés, avec beaucoup de statistiques. Ce n'est pas ce qui est le plus facile à étudier dans les modèles, mais c'est de plus en plus étudié pour pouvoir donner ces informations beaucoup plus proches de nos vies qui nous intéressent. Et vous avez aussi les risques qui sont donnés pour les différentes adaptations. Donc là, il s'agit plutôt du chapitre 3. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter et quels sont les risques pour les différents écosystèmes, pour les piscicultures, voilà. Donc vous avez, tout ça, c'est ce que vous pouvez trouver en ligne sur les rapports du GIEC et c'est assez facile à utiliser. Donc il ne faut pas hésiter vous-même à aller là-dessus. C'est pour ça que je n'ai pas fait énormément de diapositives. Je pense que c'est plus intéressant que chacun regarde ce qui l'intéresse. Donc là, il y a beaucoup de choses sur les écosystèmes et en prenant en compte ce qu'on va mettre en place comme réduction évidemment de nos éditions et aussi qu'est-ce qu'on va mettre en place comme adaptation au changement qui est de toute façon déjà là. Oui. S'il vous plaît, vous avez rapidement évoqué que ça dépendait des scénarios socio-démographiques, c'est-à-dire de combien on sera sur Terre. Et en fait, je n'ai pas du tout vu cet impact-là. Peut-être que j'avais le nez baissé à ce moment-là. Non, pas du tout. C'est que, alors, ça figure dans les scénarios économiques qui sont en entrée de modèle ici. D'accord ? Mais ça, moi, je ne vais pas vous en parler. Je travaille sur le climat. Je travaille ni sur l'économie, ni sur la démographie. Donc, je serais incapable de vous en parler. Et donc, je vais totalement éviter de vous en parler. Mais c'est évident que si on est 9 milliards, 15 milliards ou 20 milliards, le résultat ne sera pas du tout le même. Si on est tous en train d'émettre 15 gigatonnes par personne, 8 gigatonnes par personne de gaz à effet de serre ou 2 gigatonnes par personne, le résultat ne sera pas du tout le même, évidemment non plus. Et ça, c'est des choix de société. Moi, je peux vous en parler en tant que citoyenne, comme vous, mais certainement pas en tant que scientifique. Oui, c'était juste pour faire une petite remarque. C'est très intéressant. Et effectivement, dans les rapports du GIEC, c'est ce qu'on évoque, c'est que
5 degrés climatiques, c'est une ère glaciaire et un ère interglaciaire en à peu près 10 000 ans, si je ne dis pas de bêtises, 11 000 ans. Oui, les glaciations, c'est à peu près 10 000 ans. Et si on fait rien, d'ici effectivement 2100, on estime que c'est 5 degrés climatiques, on va dire à peu près en 100 ans au final, juste pour donner les différences de célérité. Oui, oui, l'ordre de grandeur est là, oui. Oui, oui. Oui, et vous avez tout à fait raison. La grosse différence par rapport à tout ce que la Terre a vécu des extinctions très importantes du vivant. Le vivant est très résilient, le vivant a toujours redémarré. Après, c'était évidemment d'autres espèces. La Terre a connu des changements absolument incroyables qui dépassent notre imagination, mais, et donc des remplacements d'espèces. On parle de 6e extinction, c'est bien parce qu'il y en a eu 5 autres avant. Mais c'est vrai que par contre, quelque chose alors c'est difficile évidemment de voir ça dans nos enregistrements géologiques, mais même les enregistrements très rapides, et il y en a eu, n'ont pas cette rapidité-là. Ça, c'est peut-être la spécificité humaine par rapport aux autres espèces et par rapport aux autres changements précédents. Ouais. Bon, après, c'était le niveau de la mer. Juste pour finir peut-être sur ce à quoi la France s'est engagée et les trajectoires sur lesquelles nous ne sommes pas évidemment, c'est que, alors ça c'est pour vous donner un peu la quantité de carbone qu'il nous reste à émettre pour limiter le réchauffement à 1,5 ou 2 degrés. Donc en bleu c'est ce qu'on a déjà émis depuis 1850. Et en jaune, c'est ce qui reste à émettre pour limiter à 1,5. Et en rouge, c'est ce qui reste à émettre. Donc, ce n'est pas ce qu'on émet chaque année, c'est le global de ce qu'on peut émettre, parce que c'est la quantité totale émise qui est liée à la température linéairement. Donc, vous voyez que de toute façon, il nous reste beaucoup moins à émettre que ce qui a déjà été émis, et on est beaucoup plus nombreux. Bon, voilà. Et après, 1,5 ou 2 degrés, ça dépend de ce qu'on arrive à faire. Et donc, ce à quoi s'est engagée la France, c'est de diminuer ses émissions déjà de 45% d'ici à 2030 ou 2035, ça glisse un peu. Et puis enfin, c'est d'arriver à zéro émission nette en 2050. Alors, zéro émission nette, ça ne veut pas dire qu'on n'émet plus du tout, de toute façon on respire, et on a le droit on a aussi des activités qui émettent beaucoup pour notre mode de vie, mais ça ne veut pas dire qu'on n'émet plus du tout, ça veut dire qu'on n'émet pas plus que ce que l'océan absorbe, que ce que la végétation absorbe. À l'heure actuelle, de ce qu'on émet dans l'atmosphère, il n'y a que la moitié qui reste dans l'atmosphère, parce qu'on a la chance d'avoir l'océan qui en absorbe la moitié et la végétation qui absorbe l'autre moitié. Alors évidemment, ce n'est pas sans modification, l'océan s'acidifie. Mais oui. Et sur le sujet, est-ce que vous avez une expertise un peu scientifique? Parce qu'en fait, on a pu le voir par le passé, c'est qu'on a beaucoup exporté notre industrie, etc. Donc finalement, on a exporté notre production carbone. Et du coup, est-ce que dans ces projections-là aussi, on a un regard un peu critique sur le fait que est-ce que c'est finalement une façon de refiler bébé un peu plus encore ailleurs, ou est-ce que c'est aussi lié à une sorte de sobriété énergétique des ressources fossiles? Alors, vous avez raison. Si on regarde le bilan national, c'est-à-dire qu'il regarde uniquement ce qu'on émet sur le territoire français, ce bilan national baisse ces 3 dernières années, donc c'est bon signe. Mais ça, c'est le bilan qui ne tient pas compte des importations. Si vous regardez le budget de chaque Français, enfin le budget moyen, pas évidemment, chaque Français a un budget différent, mais si vous regardez le budget moyen d'un Français, il est à peu près stable, il baisse à peu près pas, parce que comme vous dites, on a exporté nos productions et on importe le matériel qui a fait les effets de serre avant. Donc en fait, le budget au niveau individuel, et ça dépend du calcul que vous faites. Voilà. Donc les États, pour l'instant, regardent ce qui est produit sur leur sol. Donc de ce point de vue-là, sur les 2-3 dernières années, ça diminue. Par contre, pas beaucoup. Voilà. On n'est pas du tout sur la pente sur laquelle, donc en 2019, alors là, les sénateurs seront beaucoup mieux placés que moi pour tout ce qui concerne la loi, mais en 2019, la France a intégré dans la loi sa stratégie nationale bas carbone, avec le but dont je viens de vous parler. On n'est pas du tout sur la trajectoire actuellement, pas du tout. Je suis désolée, j'étais un peu longue. Si vous avez encore des questions, je vais passer au président, M. Durossel, de dire s'il faut passer au suivant ou si on a le temps de quelques questions. On est un peu près dans les temps. Peut-être on peut prendre une question ou deux, et puis après on demandera à M. Yves Lecomte de continuer la discussion. Juste une petite remarque, mais la stratégie nationale... Branchez votre micro si c'est possible. Oui. En fait, juste une réflexion, mais la stratégie nationale, est-ce que ça a un sens, puisque c'est un problème mondial?
Est-ce que ça sert à quelque chose d'être un bon élève microscopique quand il y a un problème qui touche toute la planète? Alors, on peut voir ça de différentes façons. Moi, je pense que c'est fondamental. D'abord parce qu'il faut savoir que c'est à peu près 10% de la population qui émet plus de 50% des émissions, que ces 10%, évidemment, c'est nous. Hein, ce n'est pas les pays en voie de développement. Et qu'en plus, historiquement, quand vous regardez la barre bleue des émissions déjà faites, c'est nous aussi. Donc, je pense qu'on a quand même un devoir d'exemplarité qui est quand même majeur. Parce que pour l'instant, pour parler très vulgairement, c'est nous qui avons mis le bazar. Donc, bon, ça, c'est une première constatation. Après, on n'est pas obligé de la prendre. Après, on peut voir la chose d'une autre façon. On est tous dans le même bus ou dans la même voiture qui fonce droit sur le précipice. Est-ce qu'on dit, les copains, ils ne bougent pas, donc moi, je ne bouge pas non plus et je sauterai à la dernière minute si je peux encore sauter, si quelqu'un a sauté. Moi, je préfère essayer de tourner le volant. Bon, voilà. Mais après, ça, c'est une opinion de citoyenne et chacun a la sienne. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les faits, on a beau être un bon élève, mais il faudrait contraindre la planète à prendre conscience que c'est un problème qui nous concerne tous et prendre des mesures qui soient planétaires. Mais c'est ce que je viens de vous expliquer quand même. C'est que les 10% émettent 50%. Nous sommes ces 10%-là. Donc si déjà nous on bouge, ça va bouger beaucoup pour la planète. Pour l'instant, ce n'est pas la peine d'expliquer à un Africain qui émet 0,1 tonne de carbone par an qu'il faut qu'il change son mode de vie. Lui, ça ne changera rien. Non, mais en Chine et dans les pays qui sont en voie de développement, ça fait plus que les 10%. Alors non, parce qu'en Chine, c'est quoi leurs émissions? C'est beaucoup nos importations. Donc si nous changeons notre mode de vie, les émissions de la Chine vont baisser. Et vous avez raison, c'est planétaire. Oui. Vous avez raison. Oui, non, mais je veux dire, ces pays-là, ils ne veulent qu'une chose, c'est pouvoir vivre comme nous avons vécu. Alors, il faut quand même mettre un bémol. Vous m'auriez dit ça il y a 15 ans, j'aurais été sans doute très d'accord avec vous. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui changent en Chine, par exemple, parce qu'à force d'exporter nos productions, ils sont arrivés à des niveaux environnementaux absolument catastrophiques en Inde et en Chine. Et là, ils réagissent parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans cette position-là. Moi, je ne vous parle que climat, mais il y a des impacts sur la santé qui sont directs. Et donc, les gens bougent à cause de l'impact sur la santé. Et les Chinois, ils n'ont pas du tout envie de continuer à se bousiller leur santé pour ce qu'ils produisent, pour ce qu'on va importer. Donc, vous savez, ça bouge un peu partout. Pas assez vite, pas plus en France qu'ailleurs, ça ne bouge pas assez vite, mais ça bouge un peu partout. Et après, c'est une question de citoyen qu'on peut débattre tous ensemble, de savoir s'il faut être moteur ou s'il faut attendre d'être le dernier à bouger. Voilà. Ça, S'il vous plaît. Une dernière question. Excusez-moi, il y avait quand même quelqu'un qui avait levé la main, donc je ne sais pas, je laisse peut-être le président gérer. Oui, ma question portait sur combien sommes-nous sur Terre et est-ce que ce n'est pas finalement le paramètre principal? Je crois que autant je suis d'accord pour revisiter un peu Malthus à l'aune de ce qui nous arrive, autant je crois que c'est un moyen aussi de passer au pays du Sud un ballon un peu difficile à porter aujourd'hui, parce qu'on sait très bien que dès qu'il y a développement, il y a baisse de la natalité, et que donc on risque de s'équilibrer, et que de toute façon, ce qui se produira en Chine ou en Afrique, ne sera probablement pas le développement, je dirais, du type qu'on a connu, nous, dans les 100 dernières années. Donc, est-ce qu'il ne faut pas faire attention un peu à ce raisonnement? Non, alors comme vous l'avez dit, c'est une équation à 2 paramètres. Le paramètre démographique est très important, mais même si la population n'augmentait pas, on émet beaucoup trop d'énergie par rapport à ce qui est disponible sur la planète. Donc, il y a aussi une réduction, une sobriété indispensable si on veut éviter les scénarios. Après, vous savez, moi, j'ai des collègues scientifiques qui sont presque passionnés par ce qui arrive parce qu'on va voir de nos yeux peut-être la prochaine extinction. Bon, je suis désolée, mais... donc, non, il ne faut pas rêver. Sans sobriété, on ne va pas sur le scénario 2 degrés. Voilà. La démographie ne suffit pas. La preuve, c'est que je vous ai donné un peu les chiffres, hein, pour l'instant, c'est 10% de la population qui émet 50%. Alors, on peut supprimer 50% de la population, 50%, ça ne changera quasiment rien si on garde les 10% qui émettent le plus. Voilà. Donc, il y a aussi le mode de vie des 10% qui émettent le plus qui n'est pas soutenable. Voilà.
Je propose qu'on interrompe la discussion maintenant. De toute façon, Madame Michel va rester avec nous, elle va déjeuner avec nous. Donc tous les curieux qui ont encore plein de questions à lui poser pourront lui poser pendant... Voilà. Je vais demander à Monsieur Lecomte de nous rejoindre.